Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Petit bassin entre amis. Dans cette vidéo, on va parler de la filière génitale de l'appareil féminin, donc les organes génitaux internes, donc c'est tout ce qui est le vagin, l'utérus, les trompes ovariennes et les ovaires. Donc on commence tout de suite. Ah, je vous spoil un petit peu. On commence tout de suite avec le vagin. Le vagin, il va venir se projeter sur l'ischion. L'ischion qui est une partie de l'os coxal, hein. Donc, je vais juste vous faire un petit rappel. Donc là, on a l'os coxal avec l'ilium ici, le pubis et en bleu l'ischion. Et on voit donc que notre vagin, il est en regard de l'ischion. Il va faire un angle de 60 degrés avec l'horizontale et il est légèrement concave en arrière. On voit un peu mieux sur ce schéma. Vous voyez, concave, en gros, vous avez une forme de C plus ou moins. Ensuite, notre vagin, il va être composé de deux parois, une paroi antérieure, une paroi postérieure, mais également d'une voûte. Donc, c'est la partie qui est entourée là en rouge. Et donc, cette voûte du vagin, on l'appelle également le fornix et elle est accessible au toucher rectal. Donc, vous voyez bien qu'il y a une proximité entre le rectum et cette voûte du vagin, d'où le fait que ce soit accessible en fait au toucher rectal. Au niveau du fornix, on va retrouver plusieurs cul-de-sac. Je ne vais pas les détailler, seulement le cul-de-sac postérieur, parce qu'en fait, c'est le lac spermatique. Donc, en fait, c'est le lieu d'éjaculation. Enfin, c'est le lieu où vont se recueillir les spermatozoïdes et le liquide séminal lors de l'éjaculation masculine. Donc, ce cul-de-sac postérieur, attention, c'est bien une partie du fornix, hein. Donc, si en QCM, on vous dit le fornix et le cul-de-sac postérieur du vagin, c'est faux, ça en fait partie, mais c'est pas la même chose. Le vagin, vous le voyez, il est derrière la vessie, il est donc en arrière et en dessous, ici. Et il est non péritonisé. Donc là, je ne l'ai pas représenté sur ce schéma, mais normalement, le péritoine, il va se déposer ici, sur la face supérieure de la vessie, sur la face supérieure seulement de l'utérus, et ensuite sur la partie supérieure du rectum également. Le vagin, c'est un organe qui est musculo-membraneux, qui fait environ 8 cm de long, mais qui, heureusement, est extensible, hein. Donc, notre vagin, on l'a dit, il a deux parois, antérieure et postérieure, donc on va détailler ça tout de suite. La paroi antérieure. La paroi antérieure, on voit au niveau de sa partie supérieure le col de l'utérus. Donc, en fait, il faut que vous vous imaginez euh, là, donc, vous avez le col de l'utérus, mais sur le schéma d'avant, vous voyez que votre vagin était comme ça. Donc, vous avez le col de l'utérus à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Euh, Vous voyez, le col de l'utérus, il est là, donc c'est ça qu'on décrit. Ah, ça ne veut pas passer. Ok, parfait. Ensuite, on décrit une colonne antérieure qui est en fait la marque de l'urètre. Vous voyez ici, vous allez avoir l'urètre et donc ça va former la colonne antérieure sur la paroi antérieure du vagin. Cette colonne antérieure, elle va se diviser et ça va donner le trigone vaginal. Le trigone vaginal qui est du coup la division supérieure de la colonne antérieure, mais surtout qui est la projection du trigone vésical. Le trigone vésical, c'est quoi? C'est en fait euh, l'abouchement sur la face postérieure de la vessie des deux uretères et de l'urètre. Euh, Si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. De toute manière, je l'ai noté dans ma fiche. Attends. Ouais, c'est ça. C'est les deux uretères et l'urètre à la face postérieure de la vessie. Ensuite, on va retrouver des colonnes, pardon, de part et d'autre de la colonne antérieure, on va retrouver des rides transversales qu'on appelle également rides transverses
ou il y a un autre nom, mais je suis désolée, j'ai oublié, mais ce sera dans la fiche. Et donc, ces rides transversales vont donner un aspect en palais de chien au vagin. Donc, c'est le professeur de Peretti qui donnait cette appellation. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. La paroi antérieure du vagin a un aspect en palais de chien grâce à ces rides transversales. Euh, En revanche, ces rides transversales, elles vont s'atténuer avec l'âge et avec les grossesses. Donc, ça, pareil, ça à retenir. Et enfin, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le col de l'utérus en supérieur. Au niveau de la paroi postérieure, cette fois-ci, on a un peu moins d'éléments. On retrouve une colonne postérieure et on a également des petites rides transversales en gris, je ne sais pas si on les voit bien, mais ces rides transversales, elles sont extrêmement estompées sur la paroi postérieure et donc c'est pas elles en fait qui vont donner l'aspect en palais de chien, c'est vraiment les rides transversales qui donnent l'aspect en palais de chien. Entre notre paroi antérieure et notre paroi postérieure, du coup, c'est la cavité vaginale. Sauf que, eh ben, ces deux parois sont accolées. Donc, ça fait que le vagin est une cavité virtuelle. Cavité virtuelle, vous avez dû le voir en anat général ce que c'était, mais en gros, c'est quand euh, une cavité peut être créée. Donc, à la base, il n'y a pas de cavité. Les deux parois sont accolées. Par contre, lors du rapport sexuel avec la pénétration du pénis de l'homme, la cavité va se créer. Donc, cavité virtuelle, à la différence d'une cavité réelle qui existe bah, tout le temps, en fait. Donc voilà, je crois qu'on en a fini pour le vagin. Je vous ai détaillé dans la fiche les différentes tuniques, mais globalement, le vagin est composé de 3 tuniques. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'utérus. L'utérus, c'est la matrice qui permet du coup la gestation. Il va être antéversé, ça veut dire qu'il se dirige vers l'avant. Donc, si on reprend notre schéma ici, vous voyez, vous avez le vagin et là, vous avez l'utérus qui repart vers l'avant. Donc ça, c'est l'antéversion. Mais il est également antéfléchi, donc ça veut dire qu'il se replie sur lui-même. Donc antéversion ici et l'antéflexion, euh, il se replie sur lui-même vers l'avant. Vous pouvez avoir des cas de rétroflexion, c'est pas forcément pathologique. Ça peut le devenir par exemple en cas de grossesse un peu trop importante parce que ça va venir appuyer sur d'autres organes. Et ça peut aussi avoir comment ça s'appelle, un problème lors de l'accouchement, mais si vous avez une rétroflexion de l'utérus, c'est pas pathologique. Mais voilà, c'est rare et normalement c'est de l'antéflexion plutôt. Notre utérus, il est composé de plusieurs parties. Vous le voyez ici, c'est le fond de l'utérus. Donc ma flèche là, elle va un peu loin, mais globalement c'est la partie là un peu bombée. Ensuite, vous avez le corps de l'utérus, puis une partie un peu plus rétrécie qui est l'isthme, et enfin le col de l'utérus que on voit mieux, pardon, je vais aller trop loin, on voit mieux un peu là le col de l'utérus qui est séparé du coup en endocole, ici avec tous les petits replis, et en exocole. Vous voyez ici, on a des ligaments qui partent donc de la partie supérieure. Ah oui, pardon. Donc là, on a le corps. Et là, ici, ce sont les cornes de l'utérus. Et c'est de là où vont partir les trompes ovariennes. Donc, pour revenir aux ligaments, on en a deux euh, de chaque côté. Donc, deux à droite et deux à gauche. En avant, c'est le ligament rond qui va rejoindre les grandes lèvres. Et en arrière, c'est le ligament utéro-ovarien qui va rattacher l'utérus à l'ovaire et qui du coup part de l'arrière de la corne utérine. L'utérus, il va être partiellement péritonisé. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je crois qu'on le voit après, ouais, sur la tunique externe de l'utérus, en fait, on a du péritoine
face supérieure, sauf que c'est le seul endroit où on va retrouver du péritoine, parce que sur les faces latérales, on aura du fascia utérin. Donc, péritoine, face supérieure, fascia utérin, face latérale. Donc ça, c'est pour la tunique externe de l'utérus. Ensuite, on a une tunique moyenne. La tunique moyenne, c'est le myomètre, qui en fait, c'est comment ça s'appelle? Des fibres musculaires lisses qui vont aider notamment à l'accouchement en se contractant. Et ce myomètre, il est composé de trois couches. Donc, une couche externe longitudinale, une couche moyenne qui est circulaire, donc là, les petits pointillés, et une couche interne qui est plexiforme. Et oui, au niveau de cette tunique moyenne, vous pouvez avoir des tumeurs qu'on appelle des myomes. Voilà. Ensuite, en interne, on a l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qui donc tapisse la cavité utérine. Il suit le cycle menstruel, il est rosé et lisse et il se prolonge au niveau du col utérin par les plis palmés de l'endocole. Donc vous voyez là ici, tous les petits replis, c'est de l'endomètre. Et ces plis palmés de l'endocole, le professeur de Peretti appelait ça l'arbre de vie de l'utérus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, du coup, on continue avec le col utérin, donc qui est cette zone ici. On a donc l'endocole avec les plis palmés et c'est un épithélium unistratifié, tandis que l'exocole ici, c'est un épithélium qui est pavimenteux. Il faut savoir que le col de l'utérus, il va avoir un aspect de ce qu'on appelle un museau de tanche. Alors la tanche, c'est un poisson très classe. Mais voilà, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble sur Internet, allez-y, hein. Mais encore une fois, c'est le professeur de Peretti qui comparait le col de l'utérus à un museau de tanche. Euh, mais en fait, ce col utérin, il va varier au cours de la vie de la femme. Donc, le col de l'utérus d'une femme nullipare, donc je rappelle ce que c'est nullipare, c'est une femme qui n'a pas eu d'accouchement, mais qui a déjà eu un rapport. Enfin là, c'est surtout qui n'a pas eu d'accouchement. Il est annulaire et régulier ou aplati ici et régulier. Chez la femme primipare, ça veut dire qu'elle a eu un seul accouchement. Et vous voyez qu'on a un orifice avec quelques irrégularités, donc en général une ou deux. Et enfin, chez la femme multipare, donc qui cette fois-ci a subi plusieurs accouchements, vous voyez qu'il y a plein de petits diverticules, plein de petites expansions qui témoignent justement des accouchements successifs. Ce col de l'utérus, vous le savez, il donne lieu souvent à des cancers, donc les cancers du col, qui se font en fait, surtout chez la femme jeune, à la jonction endocole-exocole, donc à ce niveau-là à peu près. Donc, voilà. On peut également avoir des cancers du corps de l'utérus qui concernent plutôt la femme âgée et qui commenceront en général au niveau de l'endomètre. Voilà. On va passer maintenant aux oviductes. Les oviductes, c'est les trompes utérines ou les trompes de Fallope. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis trompes ovariennes, mais oui, c'est trompes utérines, pardon. Elles sont composées de quatre parties. Une portion intra-utérine que vous voyez ici. Donc en rose clair, c'est l'utérus. Ici, c'est le ligament utéro-ovarien, l'ovaire et notre trompe. Donc vous voyez la portion intra-utérine avec ici la cavité utérine. Ensuite, vous avez l'isthme qui est une partie un petit peu plus rétrécie et qui se trouve du coup entre la portion intra-utérine et l'ampoule qui est la portion plus dilatée de la trompe et surtout qui est le lieu de la fécondation. Et enfin, on a le pavillon ou l'infundibulum, donc c'est cette zone ici qui va présenter des franges qu'on appelle les franges ovariques. Enfin, non, pardon. Vous allez avoir des franges et vous allez avoir une frange plus développée que les autres qui s'appelle la frange ovarique
Et c'est cette frange ovarienne qui va recouvrir l'ovaire et qui va en fait permettre de récupérer l'œuf lors de la... Enfin, comment ça s'appelle? C'est ce que vous voyez en BDR, j'ai oublié le nom, oh là là, ça craint. Au moment de l'ovulation, voilà. C'est ce qui permet de récupérer l'œuf au moment de l'ovulation. Et ce pavillon est ouvert du coup dans la cavité péritonéale, hein. On rappelle que l'ovaire est intrapéritonéal. Donc, si le pavillon recouvre l'ovaire, forcément, il se trouve lui aussi dans la cavité intrapéritonéale. La trompe utérine, elle est entièrement péritonisée, sauf à deux endroits. La portion intra-utérine, forcément, il n'y a pas de péritoine dans l'utérus, hein, et également au niveau de l'ostium de l'infundibulum. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfin, la trompe utérine, elle est creuse et l'ostium, c'est du coup le trou qu'il y a au niveau de la trompe qui permet le passage de l'ovule. Et donc, forcément, à ce niveau-là, il n'y a pas de péritoine parce que s'il y en avait, ça voudrait dire qu'on aurait une femme avec une trompe pleine et donc il y aurait des problèmes de stérilité. La trompe utérine, elle possède trois tuniques, comme le vagin, comme l'utérus. Je les détaille pas plus que ça, mais voilà, il y a une muqueuse qui est interne, une musculeuse qui est moyenne et la séreuse qui est externe. Donc en fait, la séreuse, c'est le péritoine. Dans la fiche, je vous ai également fait une petite partie sur les projections de la trompe, parce qu'en fait, la trompe, elle va pas avoir la même position que vous soyez une femme qui a eu un seul accouchement, enfin plusieurs accouchements, ou alors si vous n'avez pas accouché. Je vous laisse les détails dans la fiche. Donc voilà. On va passer maintenant à l'ovaire. Ouais. Et ensuite, on aura fini. L'ovaire, c'est la gonade féminine. Chez l'homme, c'est des testicules. L'ovaire, c'est donc un organe qui a à peu près la taille et également la forme d'une amande. On le répète, il est intrapéritonéal, non péritonisé. Ça, vraiment, retenez-le mais par cœur. S'il y a un post-it que vous devez faire, c'est celui-là. L'ovaire est intrapéritonéal, non péritonisé. Ça tombe tout le temps au QCM. Vraiment, par cœur. Donc, il est rattaché à l'utérus par le ligament utéro-ovarien, on l'a vu tout à l'heure. Et ce ligament utéro-ovarien, il va sous-tendre un méso de l'ovaire, le mésovarium. C'est un peu chinois ce que je vous raconte, mais c'est un peu plus détaillé dans la fiche et je vous referai une vidéo sur le mésovarium, tout ça. Enfin, on va pas s'attarder là-dessus, voilà, tu te rentrais. Notre ovaire, c'est une glande endocrine et également une glande exocrine. Je ne sais plus si vous avez déjà vu ce que c'était endocrine et exocrine, peut-être en biocell, mais s'il y a besoin, je peux vous faire un petit récap. Vous mettez un post sur le forum et je vous ferai un petit récap s'il y a besoin. Et donc notre ovaire, il a ces deux fonctions, exocrine et endocrine, avec deux parties. Une partie corticale, donc le cortex, ici en bleu, qui est périphérique et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver les différents follicules aux différents stades de la folliculogénèse. Donc c'est ce que vous avez vu en BDR. Et donc notre corticale, elle va avoir deux rôles. Un rôle exocrine qui va être d'excréter enfin, les ovocytes vers la trompe, mais également un rôle endocrine qui est la sécrétion de progestérone par le corps jaune. Donc encore une fois, c'est des rappels ça de BDR. Donc voilà. Ensuite, vous avez une partie centrale qui est la médulla ou la zone médulaire qui, elle, possède seulement un rôle endocrine et elle va permettre du coup la sécrétion d'œstrogène, l'œstrogène qui est l'hormone féminine. Donc voilà, on en a fini pour cette troisième vidéo et pour cette tuto rentrée en fait. J'espère que les cours vous ont plu, que vous avez pu avoir
un aperçu de la matière. C'est vrai que ça peut être des notions assez denses au début, mais ne vous inquiétez pas, enfin, on va vous soutenir et tout toute l'année. Ou si vous avez, oula, si vous avez besoin de fiches récap, tout ça, n'hésitez pas à nous demander, il n'y a pas de problème. Sur le forum, vous pouvez retrouver l'ensemble des cours qui sont au programme, normalement. J'espère que ce sera sorti parce qu'on ne les a pas encore pour le moment. Et sachez que l'anatomie du petit bassin, c'est une matière qui existe en PACES. Donc, si vous avez besoin de chercher des fiches ou des explications en plus, vous pouvez un peu fouiller dans les centres de téléchargement de PACES. Donc, voilà. J'espère que nos vidéos vous ont plu, nos diapos aussi, nos fiches aussi. Si vous avez quelconque remarque, vous pouvez m'envoyer un message, soit sur le forum, soit sur Messenger. Il y a plus de chances que je réponde sur Messenger, enfin plus rapidement en tout cas. Et si vous avez des questions de cours, si vous avez repéré des errata ou autres, là, cette fois-ci, faites un post sur le forum. Voilà, je vous souhaite plein de courage pour la suite de cette lutte rentrée et on se retrouve la semaine prochaine pour des lives de, de réponses aux questions et sur d'autres cours. Voilà, des bisous.